Une cellule d'aide psychologique a été mise en place. C'est l'une des décisions prises ce matin lors de la réunion à l'école de Calagomène. Hier, une balle perdue avait atterri dans une classe de CE1. Les cours reprendront demain matin. Comment les coraux résistent-ils au réchauffement climatique? C'est la question que se posent les scientifiques embarqués sur la goélette Tara. Le bateau a accosté ce matin à Nouméa. Nous verrons comment s'est déroulée l'expédition aux îles Chesterfield. La fête de la citoyenneté, c'est ce samedi au pays. L'occasion de revenir sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alban Benza, anthropologue et auteur du livre Les sanglots de l'aigle pêcheur, sera l'un des invités de cet événement. Nous le recevons ce soir sur notre plateau. Toucher, palper ou encore goûter, tous les sens mobilisés pour retrouver la mémoire. C'est la méthode de l'unité Alzheimer du CHS de Nouville. Nous avons assisté aux ateliers proposés par les professionnels de ce centre. C'est la suite de notre feuilleton consacré à la maladie d'Alzheimer. Au lendemain du coup de feu qui a touché l'école primaire publique de Calagomène, une réunion de crise s'est tenue ce matin. À l'ordre du jour, organiser la reprise des cours demain et coordonner la communication auprès des parents et des élèves. Communication, donc ambiance et réaction sur place avec Anissa Toussi et Vanessa Kédé. La sonnerie retentit, mais aucun élève n'est présent. Dans cette classe de CE1, tout est resté exactement à la même place. Comme si le temps s'était arrêté. Aux alentours de 13 h hier, une balle termine sa course dans la salle de classe. A priori, le projectile provenait d'un coup de feu tiré dans ce parking situé en contrebas. Quelques minutes après l'impact, les enfants sont mis à l'abri dans un premier temps contre le mur hors des salles de classe. Le temps pour le personnel encadrant de comprendre ce qu'il s'est passé, puis ils conduisent les élèves un peu plus haut près de la cantine. Plus de peur que de mal, la balle ne blesse personne. Par contre, cet acte choque élèves et professeurs, mais pas seulement. On a été très choqués déjà en tant que parents et puis choqués aussi vis-à-vis des enseignants parce qu'on se met à leur place. On est parents avant tout et on sait qu'eux aussi, avant de venir à l'école pour enseigner, ils sont parents eux aussi, quoi. Donc c'est une généralité, quoi. C'est un ressenti général d'insécurité. À Calagomène, il y a beaucoup d'incivilité et puis on avait déjà fait un point là-dessus et puis normalement ils doivent travailler ensemble pour essayer de chercher et trouver des solutions. D'après le personnel, l'établissement n'était pas visé par ce tir. Bien conscient du climat d'insécurité qui règne dans la commune, le président adjoint de la DEFIGE envisage de mettre en place une cellule d'aide psychologique si nécessaire au sein de l'établissement suite à la réunion qui s'est déroulée ce matin. L'observation des enseignants sur un temps plus long permettra de voir si on a effectivement des élèves ou des personnes, hein, ça peut être même des adultes, qui ont un comportement dénotant d'un traumatisme plus profond. Et là, quand ce sera le cas, les moyens seront mis en œuvre pour pouvoir suivre ces élèves qui seraient éventuellement traumatisés. Maintenant, le psychologue de la DAS Province Nord a également rappelé que certains élèves ne seront pas traumatisés. Et certains élèves ont des niveaux de perception et d'appréhension de ce type d'événement qui ne correspondent pas à ceux que l'on attend nous. Donc ça, c'est des choses qu'on va découvrir petit à petit et qu'on va traiter au cas par cas, en fonction des besoins des élèves individuellement. Demain, les cours reprendront normalement après un temps d'expression et d'échange sur l'incident entre élèves et enseignants. Voilà, bon courage aux parents, aux élèves et au personnel enseignant. Je rappelle qu'un homme de 38 ans fortement alcoolisé a été interpellé dès hier soir. Dans un communiqué, le gouvernement déplore que 80% des délits commis en Nouvelle-Calédonie soient dus à la consommation d'alcool. De nouvelles mesures sont promises. L'ouragan Maria a fait 2 morts et 2 disparus en Guadeloupe. Selon le Figaro, un homme a été tué par la chute d'un arbre et un autre a été emporté dans la mer. 2 personnes sont aussi portées disparues après le naufrage d'un bateau au large de la Désirade. Toujours selon le Figaro, près de 80 000 personnes sont privées d'électricité. L'ouragan Maria se trouve actuellement à Porto Rico, au nord-ouest de la Guadeloupe.
Le réchauffement du climat est-il en cause? Eh bien justement, ce matin, la goélette Tara a accosté au port de Nouméa. À bord des scientifiques, ils ont effectué à ce jour 15 000 échantillons au cours de 2000 plongées. Après avoir parcouru 15 pays et 50 000 kilomètres. Le but de leur mission, qui dure depuis 13 ans, comprendre comment le réchauffement climatique touche les océans, la biodiversité des récifs coralliens est menacée. Lindsay Wamo était au port pendant l'arrivée du bateau. C'est l'un des joyaux de la Nouvelle-Calédonie. Avec ses 120 000 km de long et 70 km de large, les îles Chesterfield sont aujourd'hui le sanctuaire de nombreuses espèces d'oiseaux et d'animaux marins. C'est sur ces îles que la goélette Tara et son équipage de scientifiques lâchent l'ancre. L'objectif pour l'équipage, comprendre la biodiversité des récifs coralliens. Il est 6 h du matin et là on part pour récolter nos petits morceaux de coraux sur les colonies. Voilà, donc on essaie de faire ça le plus tôt possible pour pouvoir bouger sur l'autre site le plus tôt possible aussi, voilà, dans la journée. Pour Simon, le capitaine du bateau, chaque jour sur l'archipel est un vrai défi. La grande difficulté, c'est qu'il y a très peu d'informations pour la navigation. Les cartes nautiques sont très mal hydrographiées. Donc c'est navigation à la sonde. Et puis c'est beaucoup de navigation à la vue. Donc on évitait de naviguer de nuit pour pouvoir voir une bonne visibilité de la surface de l'eau. Lorsque les scientifiques s'enfoncent dans les profondeurs de l'archipel, ils n'en reviennent pas leurs yeux. Alors que sur l'ensemble du Pacifique, l'équipe avait constaté des récifs massivement affectés par le réchauffement climatique, avec notamment un blanchissement massif des coraux, ici, il n'en est rien. C'est une découverte précieuse pour l'équipe. Now we have a site where we can say this is how a coral should look like on a molecular side of things, and we can compare that to other sites. So this is very valuable information. Pourquoi cet écosystème se porte si bien ici et moins bien ailleurs? L'équipe espère que les échantillons récupérés sur ces îles apporteront des réponses à cette question. D'ici là, Tara restera encore quelques jours dans notre lagon pour percer les mystères des récifs coralliens. Voilà, on a une belle biodiversité. La fête de la citoyenneté, c'est ce samedi dans tout le pays. Un événement sur le thème partagé pour mieux se connaître. Alban Benza, ethnologue et auteur de l'ouvrage Les sanglots de l'aigle pêcheur, interviendra à Koné. D'ailleurs, il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, partager pour mieux se connaître, c'est aussi connaître l'histoire de notre pays, c'est aussi connaître l'autre. Alors, je suppose, Alban Benza, est-ce qu'on peut rappeler très rapidement, en une minute, qu'est-ce qui s'est passé en 1917 au pays? La guerre de 14 en France a demandé que des soldats calédoniens soient recrutés pour aller combattre dans les tranchées. Un premier contingent est parti, Verdun. Une grosse déception pour les Kanaks, les Mélanésiens qui étaient partis là-bas parce que ils n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils attendaient des sacrifices fournis dans les tranchées. Et donc, lorsqu'un deuxième contingent est demandé en début 1917, à ce moment-là, certains refusent de partir. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils contestent aussi l'autorité des chefferies administratives qui était utilisée pour ce recrutement plus ou moins forcé. Alors, nous sommes à 15 mois du référendum. Vous allez évoquer une partie de notre histoire, une période sanglante et tragique pour le peuple kanak. C'est un rappel des motivations de l'indépendance? C'est un rappel le contexte est double. Si vous voulez, le contexte de 1917, la revendication n'était pas une revendication d'indépendance. C'était une revendication qui demandait à ce que l'étau du code de l'indigénat soit desserré pour que les gens puissent planter du café, puissent élever du bétail et puissent participer
davantage à l'expansion économique nouvelle du pays. Qu'aujourd'hui, on puisse réinterpréter cette révolte dans le contexte d'une émancipation plus générale, c'est tout à fait normal, mais les motivations des guerriers kanaks de l'époque étaient des motivations de l'ordre de la protestation contre le régime qui leur était imposé. Et c'était leur droit. Alors je vous propose maintenant d'écouter des lycéens. On les a rencontrés le mois dernier lors de la visite de l'exposition d'Amenboîte sur la guerre de 1917 au centre culturel Tjibaou. Ce que ça m'apporte, c'est que ça nous sert de leçon et que ça peut nous servir pour le futur. De voir les erreurs qu'on a faites dans le passé. Et comme ça, on saura ce qu'il ne faudra plus faire et comment avancer vers l'avenir. Avec cette révolte, on peut comprendre que tout le monde peut faire des efforts et chercher la paix, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et même si on ne peut pas la porter partout dans le monde, on peut faire un pas en le faisant nous-mêmes chez nous. Alors les jeunes veulent la paix, votre réaction par rapport à ça? Oui, je pense que, disons, je suis très content. Les deux auteurs qui travaillent avec moi, Katiwa Yvon Goromuendo et Adrian Muckel, qui sera là d'ailleurs vendredi. La réaction, c'est que l'objectif est atteint. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que les gens qui ont participé à cette guerre et qui l'ont pensée ensuite ont essayé de surmonter les difficultés, l'oppression, la marginalisation qui était la leur à l'époque, tout en gardant espoir. Et dans les textes qui ont été produits par les Kanaks juste après la révolte et dans une période beaucoup plus longue jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des textes qui datent de 2011, on sent cette volonté de réconciliation entre les Kanaks, puisque tout le monde n'a pas été du même côté au moment de la révolte, et avec l'ensemble des populations qui sont en Nouvelle-Calédonie. Alors, une dernière question. Donc, ce samedi, vous intervenez à Koné pour la fête de la citoyenneté. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? J'attends de cette rencontre d'abord de retrouver les amis et les gens qui étaient déjà venus en 2015 lors de la parution du livre. Et j'espère que ça va ouvrir justement un dialogue pour qu'on comprenne bien qu'une occasion a été manquée en 1917 et qu'il ne faudrait pas rater les occasions qui se présentent maintenant, et en 2018 et dans les années qui viennent. Alors la population pourront vous retrouver à quelle heure durant cette fête? À partir le matin et l'après-midi, mais je dois intervenir à 10h30, 11h le matin, et mon ami et collègue historien Adrian Muckel l'après-midi. Merci à Alban Benza d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Comment retrouver un peu de mémoire quand elle a tendance à s'évaporer? Dans notre feuilleton ce soir, nous allons découvrir l'unité Alzheimer du CHS Albert Bousquet à Nouville. Au sein de cet établissement, des activités culinaires mais aussi sensorielles sont organisées par les personnes atteintes de la maladie, sont plutôt organisées par les professionnels de santé. Reportage de Prosper Poigou. Ces grilles qui entourent l'unité d'Alzheimer du CHS de Nouville pourraient vous rappeler le centre pénitentiaire situé à 3 km de là. Moins renforcé, il remplit tout de même un rôle important pour l'établissement. Donc pour entrer dans le service l'unité Alzheimer, on a un code à effectuer. C'est pour assurer la sécurité des patients. Donc il y a des risques de fugue et puis de se perdre hors CHS. L'unité Alzheimer compte 15 lits. Pour bénéficier d'une prise en charge, une rencontre entre le patient, un proche et un personnel du CHS est nécessaire. Ce dernier établira un bilan diagnostique en posant des questions bien précises. Et quand elle arrive, donc on fait un entretien d'accueil avec la famille pour bien connaître la personne, ses habitudes de vie, comment ça se passe à la maison, comment elle prend ses médicaments par exemple, qu'est-ce qu'elle va manger, enfin tout ça, le maximum de détails possible pour la prendre en charge le mieux possible.
Il se peut aussi qu'on ait des hospitalisations en urgence s'il y a une situation de crise qui est trop difficile à gérer à la maison. Donc dans ce cas, on peut, en fonction des places disponibles ici, on peut prendre la patiente en urgence. Ce séjour dans l'unité Alzheimer offre un moment de répit pour la famille. Il leur permet éventuellement d'entamer des démarches pour un accueil à domicile ou une entrée dans un institut spécialisé. Ça va? Ça va mieux? Ça fait effet le médicament? Non? Bon, je vous laisse vous reposer. Je vous laisse vous reposer un peu. Et je viens vous chercher pour le repas de midi. Donc là, on a plusieurs patients qui sont en pleine action. Donc le but, c'est de préparer un repas convivial tous ensemble et de le partager. Comme ça va. Super. Puis regarde, après, on va les mettre à plat. On va recouper en petits morceaux. Celui-là aussi. Alors les intérêts de l'atelier cuisine pour les patients déments ou les personnes âgées, c'est d'abord le plaisir de cuisiner, de retrouver des gestes qu'ils ont effectués pendant des années. Et là, ils prennent le temps de retrouver au niveau mobilité des doigts, au niveau texture, les sensations, etc. Et après, on a toute la partie aussi sensorielle. Ça veut dire qu'ils peuvent sentir les aliments, ils peuvent les toucher, ils peuvent les voir, ils les transforment, etc. Ils les font cuire. Donc on retrouve beaucoup de plaisir de ce côté-là. Et derrière, c'est toutes les parties de la mémoire qui sont réveillées au niveau de ce qu'eux, ils ont pu vivre dans ces moments conviviaux, parce qu'en général, manger, c'est très convivial. Et surtout de pouvoir partager le repas après tous ensemble. On voit qu'ils mettent vraiment du plaisir à manger ce qu'ils ont cuisiné. En plus de cet atelier, un jardin thérapeutique a été aménagé au cœur de l'unité Alzheimer. Celui-ci doit permettre aux patients d'utiliser leurs 5 sens. Dans son bureau, Marie-Laure nous montre le matériel qu'elle utilise spécialement pour ses ateliers en salle. Le plus gros de mon travail se passe en fait ici au sein de l'unité. J'utilise un espace salle qui me permet de travailler avec des patients en individuel ou de faire des petits groupes. Essentiellement ici on a du travail qui va être plutôt au niveau sensoriel, donc travailler tout ce qui est perception du corps. Ouais, au niveau, il y a une grosse partie au fait du travail aussi qui touche à tout ce qui est la détente et la relaxation. La maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui peut provoquer ou qui peut être provoqué par beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Et la relaxation des patients, elle fait partie intégrante de la prise en charge. Voilà, et chaque année, entre 100 et 150 patients en crise sont accueillis dans cette unité spéciale de l'hôpital. La foire de Kouma commence ce vendredi, et d'ailleurs en direct sur Calédonia, et le stock des collines est l'un des rendez-vous incontournables de cet événement. C'est la seule course du territoire où le parcours se fait en hauteur sur les collines comme son nom l'indique. Les membres de la famille Bailly sont des habitués et depuis donc le mois dernier, Raphaël et ses fils entraînent leurs chevaux. Natacha Ougui. Jeff et Marvin, les cavaliers de Porto et All-Star, deux juments de 6 ans, sont ici en train de travailler la bouche des chevaux, c'est-à-dire travailler le contournement d'obstacles. Pour le stock des collines, Raphaël et ses fils ont porté leur choix sur ces deux montures qui présentent de bonnes qualités pour cette course. Comme c'est des chevaux puissants à la montée, ça fait que la course va se faire au départ. Et puis à la montée, il faut des chevaux qui ont la puissance pour... Voilà, c'est pour ça qu'on a sélectionné ces deux-là. Ils sont comment les chevaux, tu disais? C'est un peu excitant. On a envie de galoper là. C'est bon signe pour samedi? Oui, ils sont en forme. Viens voir ça le jour de la course. Sinon on fait un entraînement léger aujourd'hui. On va faire galoper un peu, si on a une piste là, on fait un peu de inter, demi, de 3/4. Voilà quoi, faire l'entraînement. Aujourd'hui, c'est donc entraînement léger pour Porto et All-Star. La semaine dernière, ils ont eu droit à un entraînement plus poussé sur le parcours même de la course. Un passage obligé pour ces deux chevaux qui courront pour la première fois ce stock des collines. Ils ont fait un tour 1
ou deux tours au pas pour bien, comme ils n'ont jamais fait cette course-là, pour bien prendre les trajectoires et puis qu'ils repèrent bien pour prendre leur marque, repèrent bien le terrain comment il est, les bosses, les trous. La course se décline en 2 séries. Les 4 premiers arrivés seront qualifiés pour la finale qui aura lieu le dimanche 24 à la même heure. Le gagnant remportera le trophée Jean-François Guérin. Voilà notre émission. Bienvenue dans la bande. Juste après, ce journal sera consacré à cette question. Et comme on vous réserve toujours des surprises, eh bien le meilleur pour la fin, regardez cette image. Alors cet igname a donc ça c'est le chou. Le chou, donc c'était une image l'an dernier, donc ce produit a été récolté à Amaré. Et ensuite, regardez plutôt cette image. Cet igname a plusieurs bras. Un produit récolté à Amaré. Elle a été présentée à un mariage qui s'est déroulé la semaine dernière à la tribu de Médou. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.